L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. C'est une affaire sordide. Un homme, Dominique Pellicot, accusé d'avoir pendant 10 ans recruté sur internet des hommes pour violer son ex-épouse qu'il droguait aux anxiolytiques. Un terrible fait divers, les viols de Mazan qui émeut la France et dont on va parler ce matin, Louis Dauphren. Bah oui, parce qu'on a besoin de comprendre. Comment est-ce possible ? C'est juste la question qu'on peut se poser. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite à rien. Une fois que le mal, le vice s'empare de l'âme humaine, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de freins dans la société pour vous empêcher d'aller plus loin. Mais on a besoin de comprendre l'attitude de ces hommes, parce que ça va de tous les âges, d'une vingtaine d'années jusqu'à plus de 70 ans, qui donc ont été recrutés par Dominique Pellicot, accusé aujourd'hui, qui est coupable présumé, il n'est pas encore jugé. C'est un procès qui va durer jusqu'à la fin du mois de décembre, jusqu'à décembre. Et on a besoin de comprendre, et c'est pour ça qu'on a sollicité les services de Thérèse Argot. Bonjour Thérèse Argot. Bonjour. Sexologue, auteur de Tout le monde en regarde ou presque, comment le porno a détruit l'amour, c'est chez Albin Michel. Effectivement, on a envie de comprendre quel regard la sexologue que vous êtes porte-t-elle sur ces viols de Mazan ? À la fois, évidemment, c'est une affaire totalement sordide, mais malheureusement, je dois être totalement transparente avec vous. Je ne suis pas étonnée par cette affaire. Je ne suis pas étonnée. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre il y a quelques mois en disant « Attention, il se passe un phénomène très important dans notre société. Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux ? On est en train de créer, de fabriquer des générations et des générations d'hommes, particulièrement, qui sont potentiellement des abuseurs sexuels, des agresseurs, des violeurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes qui ne sont pas éduqués à pouvoir respecter non seulement les femmes, mais les hommes autour d'eux, et qui sont même formatés par une industrie extrêmement puissante, c'est l'industrie pornographique, qui formate leur imaginaire et leur comportement. Pour vous, la cause racine de ces viols de Mazan, c'est la pornographie. Alors, c'est une cause majeure. D'ailleurs, ils l'ont dit en science qu'ils étaient des très gros consommateurs de pornographie. Et quand on sait aujourd'hui que 90% des images visionnées concernent des violences explicites à l'encontre des femmes... 90% de la pornographie regardée... C'est des violences explicites. Ça veut dire que ce qu'ils regardent, c'est de la violence sexuelle. Eh bien, il faut comprendre que ça a un impact sur notre façon d'envisager la sexualité. Ce n'est pas anodin. Ce qui se passe derrière notre écran va avoir après des conséquences dans notre réalité. Et c'est très important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Et ça touche non seulement les enfants, les collégiens, les lycéens, mais les adultes aussi. Et ça, aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux. Et donc, ce procès est terrible, mais il dit quelque chose de notre rapport aussi à la sexualité, parce que c'est vraiment des monsieur tout le monde. Ça veut dire que c'est ton frère, ton oncle, ton père. C'est des gens comme vous et moi qui commettent des crimes abominables. Quel est le ressort, Thérèse Argot, pour éprouver de l'excitation à violer une personne qui ressemble à un cadavre, puisqu'elle était dans un état cataleptique ? Alors, il y a deux explications à ça. La première, c'est que dans la majorité des personnes qui vont abuser sexuellement, on s'est rendu compte qu'eux-mêmes avaient pu être abusés sexuellement dans leur enfance ou bien dans leur jeune âge. Donc, déjà, c'est ce qu'a dit l'un des co-accusés, d'ailleurs, qu'il avait été abusé par son père, etc. Oui, c'est terrible, mais c'est très important de le comprendre parce qu'il y a comme une espèce de spirale du mal qu'à un moment il faut couper. Et donc, ces personnes-là ont souvent été, à un moment donné dans leur histoire, victimes aussi d'agressions sexuelles. Mais il y a aussi une autre forme d'agression sexuelle, et j'en parle avec ces mots-là parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est l'exposition des mineurs et des jeunes adultes à la pornographie. Ça va créer la même chose parce qu'il va se passer le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va nous imposer une expérience sexuelle alors qu'on n'est pas encore capable de pouvoir la gérer. Et donc, il y a quelque chose qui se passe en regardant ces images, c'est que le cerveau va s'habituer à recevoir une certaine dose, on va dire, de dopamine, de plaisir. Et pour ressentir cette dose-là, il va devoir aller chercher sur Internet des fantasmes de plus en plus transgressifs pour ressentir l'excitation. Autrement dit, on commence par des choses qui peuvent être toutes sembler toutes gentillettes, et au fur et à mesure, on va rechercher quelque chose de toujours plus transgressif. Et on voit bien aujourd'hui que la consommation des gens se tourne vers des choses qui sont très violentes, justement avec des fantasmes de viol, par exemple. Oui, mais qu'y a-t-il de transgressif à violer un corps inanimé ? Alors, c'est parce que justement, c'est aussi là la transgression. C'est-à-dire que le cerveau, moi ce que je pense profondément, c'est de transgressif et d'excitant. Voilà, exactement. On ne naît pas violeur, on le devient. On ne naît pas violeur, on le devient. Et c'est ça, la question qu'on doit tous se poser collectivement, c'est comment est-ce qu'on devient violeur ? Comment est-ce qu'on est capable de faire ça ? Et là aussi, c'est que le cerveau, il va s'habituer à vivre certains fantasmes, et puis il va chercher toujours des choses de toujours plus graves et plus sordides, en fait, finalement. Donc, on est dans le fantasme aussi, il est là, il va créer donc de l'excitation sexuelle,
Mais le fantasme, à la base, il n'est pas fait pour se réaliser. C'est bien pour ça qu'on appelle ça un fantasme. Et qu'est-ce qui fait justement que ça passe dans la réalité, que de derrière leur écran, ces dizaines d'hommes amasants sont passés dans le domicile des Parce Pellico? qu'il n'y a plus de limite aujourd'hui entre, je suis désolée d'être très réac dans ce que je veux dire, entre le permis et le défendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société où on nous dit, depuis qu'on est petit, il faut vivre ses fantasmes. C'est ça la liberté sexuelle. On a quand même cette injonction presque qui est faite. C'est même un devoir. Comment tu n'as pas vécu tes fantasmes? Ça veut dire que tu es coincé sexuellement. Et donc on pense qu'il faut réaliser ces fantasmes sexuels. C'est ça quand même qu'on nous dit. Et maintenant, on C'est va s'inquiéter l'injonction. que des hommes réalisent ce fantasme-là. Mais non, en fait, le fantasme n'est pas toujours fait pour se réaliser, même très rarement fait pour se réaliser. Et là aussi, on voit que ces personnes-là perdent des repères. Et là, on voit bien que la défense dit mais c'était un jeu sexuel dans un couple et nous, oui, on a simplement contribué à ce jeu sexuel. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces hommes pour se dire je vais contribuer à un jeu sexuel de ce couple? Là aussi, on voit qu'il y a déjà de nombreuses transgressions qui ont été vécues. Et je sais que voilà, que mon propos peut sembler très réactionnaire parce que je pense qu'il faut remettre des limites dans la question de la sexualité. Mais ce procès absolument hors norme et terrifiant, peut-être nous invite collectivement à repenser notre rapport à la sexualité. Mais Thérèse Argot, puisque vous dites il faut vivre ses fantasmes, enfin c'est l'injonction de la L'injonction qui est société, faite, oui. la pornographie aujourd'hui est de plus en plus trash et explicite. Or, ce qui produit une excitation chez l'homme, l'organe sexuel étant les yeux, Mhm. chez la femme C'est c'est vrai. l'oreille, elle est sensible à ce qu'on lui dit, l'homme est sensible à ce qu'il voit. Normalement, c'est justement ce que je ne vois pas qui m'excite et pas ce que l'on me montre de manière outrageante. Donc la pornographie devrait aller vers de plus en plus d'érotisme pour susciter du fantasme et pas, alors elle va vers l'inverse de l'érotisme. J'espère qu'elle va se retourner c'est les chemins qu'on va prendre. J'espère aussi parce que pour en sortir, on va devoir réhabiliter l'érotisme, retrouver quelque chose effectivement de différent de ce qui est provoqué. Parce que De cacher, je, c'est ça qui est je excitant. vois même des personnes qui disent en fait, je ressens même plus d'excitation en regardant la pornographie parce que le cerveau est saturé d'images à caractère sexuel. Mais je tiens à dire aussi une chose très importante que je dis dans ce livre. C'est mon dernier livre, tout le monde en regarde ou presque. C'est que on a des hommes et aussi parfois certaines femmes qui sont habités par des fantasmes qu'ils n'auraient jamais eu s'ils n'avaient pas été exposés aux images pornographiques. Ça veut dire qu'on n'a pas tous ce fantasme de violer quelqu'un qui est endormi. Non, ça vient pas comme ça. C'est pas, j'ai envie de dire même, Ce un n'est pas fantasme naturel, hein. naturel. On a des fantasmes naturels dans le sens où, quand on a promis fidélité, oh, l'infidélité peut avoir quelque chose d'excitant. Mais ces fantasmes-là, de cette dimension-là, souvent ont été fabriqués par une industrie qui cherche à servir des besoins insatiables des consommateurs de toujours plus de sexe, toujours plus de sexe. Et ça, c'est très important de le comprendre parce qu'il faut faire quelque chose par rapport à cette industrie parce qu'elle formate donc ces imaginaires. Vous parlez largement de l'industrie de la pornographie. Il y a quand même aussi dans l'imaginaire collectif la culture du viol et la lutte contre la culture du viol. En quoi cette culture du viol est-elle ancrée et qu'est-ce que ça montre, cette affaire des viols de masse, de cette culture du viol? Alors déjà, cette industrie, elle véhicule la culture du viol. Et pourquoi est-ce que j'en parle autant? Et je suis désolée parce que parfois j'ai l'impression un peu de radoter sur ce sujet, mais je suis obligée de le faire. Je viens encore cette semaine, j'ai passé 2 jours à Perpignan, rencontrer 400 collégiens. Je passe ma vie à aller rencontrer des collégiens et des lycéens partout en France. Ces enfants-là sont absolument adorables, ça pourrait être nos enfants ici. Et ils sont quasi tous touchés par cette pornographie. Vous leur posez Donc, la question? Bien sûr, et on en parle, et ils m'en parlent tout à fait librement, puisque j'ouvre le sujet, ils sont tout à fait à l'aise du coup pour en parler. Et ce qui est très interpellant, c'est qu'on a à la fois nos enfants qu'on essaye d'éduquer dans le respect avec certaines valeurs, on a quand même aussi le féminisme qui a fait des avancées majeures ces dernières années, et en même temps, ces enfants sont exposés à ces images. Et je peux vous assurer qu'ils ne comprennent plus rien à cette affaire de sexualité. Très concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on a des collégiens, des lycéens qui ne comprennent rien quand on parle de consentement. Ça veut dire que cette notion, ils comprennent le mot, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Donc, là encore, même là, cette semaine, la semaine encore dernière et tout ça, chaque fois que je rencontre des lycéens, je suis interpellée. Si une femme, une jeune fille a bu de l'alcool et qu'il y a un rapport sexuel, est-ce qu'elle était consentante ou pas? Madame, elle a bu de l'alcool, donc ça veut dire qu'elle était consentante. Donc là, par exemple, quand la personne est dans un état, c'est parce que je fais le lien avec cette affaire-là qui est pas son état normal, est-ce que ça pose problème d'avoir un rapport sexuel? Au départ, ils ne voient pas trop le problème. Donc, il faut revenir avec eux en leur expliquant non, ça, c'est absolument interdit parce que le consentement nécessite qu'on ait l'esprit lucide et donc qu'on ne soit pas sous l'effet de substances comme la drogue, l'alcool ou justement de médicaments. Et puis aussi, ils disent oui, mais madame, parfois la fille, elle dit non, mais en vrai, elle pense oui. Là aussi,
ils sont pas au clair par rapport à ça. Et parce que ce sont d'ailleurs des représentations qu'on voit beaucoup dans la pornographie. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une éducation à faire chez les enfants, chez les collégiens, chez les lycéens. L'éducation, comme on dit, au consentement. Mais derrière tout ça, c'est vraiment de comprendre que la personne humaine ne peut jamais, 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 jamais être utilisée comme un jouet, comme un objet. Elle doit toujours être considérée dans ces 3 dimensions. Elle a un corps, certes, mais aussi un cœur avec des émotions et une tête, une intelligence. Tête, cœur, corps. Et ça, il faut le dire, le redire. Et on a aujourd'hui des adultes qui ont considéré cette femme comme un jouet, comme un objet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans leur éducation pour, à un moment, vraiment ignorer ces autres dimensions inhérentes à la personne Mais humaine. Thérèse Argot, l'argument du consentement est fort, puisque, y compris dans le viol de Mazan, on pourra, la défense joue sans doute sur cette dimension-là, de dire dans quelle mesure n'était-elle pas consentante, etc. Ça change tout le consentement, en fait, ça rend les actes acceptables. Mais là aussi, pour moi, on a un problème majeur de société et cette affaire doit nous inviter à réfléchir sur cette notion de consentement. Pourquoi ? La notion de consentement, elle est absolument indispensable dans les relations et dans les relations sexuelles en particulier. Donc, ça veut dire le consentement, c'est avec sa tête, son intelligence. Je dis, je suis d'accord avec le type de relation qu'on va avoir ensemble. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il fallait une certaine maturité, une information et l'esprit aussi qui soit éclairé. Mais est-ce qu'on peut continuer à penser que le consentement suffit en matière de sexualité? C'est-à-dire que, de nouveau, ça fait, depuis la libération sexuelle, qu'on nous dit la seule valeur en matière de sexualité, c'est le consentement. Si on est consentant, tout est permis. Est-ce que on est d'accord collectivement pour dire que si on est consentant, tout est permis? Le consentement, c'est extrêmement complexe. Et là, vous, tous ceux qui nous écoutent ce matin, vous le savez, pour être capable de dire je suis d'accord, c'est quand même parfois compliqué. Il peut y avoir des pressions sociales, une pression économique, il peut y avoir une histoire qui a pu être blessée à certains endroits, qui fait que parfois on accepte des choses qu'on ne voudrait pas vraiment accepter. En fait, le consentement, c'est une notion très fragile et très complexe. Et moi, ce que je pense profondément, c'est qu'il faut aussi avoir d'autres repères que le consentement en matière de sexualité. Parce que, voilà, on ne peut pas tout réduire à ça. On peut dire elle était consentante, mais on ne sait pas dans quelles conditions elle a posé son consentement. Et là, d'ailleurs, elle ne l'était pas, puisque comme elle était endormie, elle n'est pas en capacité de poser son consentement. Vous qui êtes experte des questions pornographiques, toutes les personnes qui tournent des films pornographiques sont consentantes? Absolument pas. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que souvent, les personnes qui consomment de la pornographie justifient le fait d'en regarder en disant je ne fais de mal à personne, ces gens-là sont consentants. Tu ne peux jamais savoir si ces gens-là sont consentants parce que tu ne connais pas ces personnes, tu ne leur as pas posé la question. Et on le sait aujourd'hui que beaucoup de ces vidéos n'ont pas été tournées dans un cadre de consentement. Et même si... Comment le sait-on? Alors, on le sait parce que donc il y a eu des plaintes, parce que des grandes plateformes se sont vues devoir retirer certaines vidéos parce qu'elles étaient justement pas du tout faites en respectant ces conditions-là. On le sait aussi parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des personnes qui essayent de transformer un peu cette industrie pornographique avec ce métier qui s'appelle coordinateur d'intimité. C'est justement de s'assurer que tout le monde est bien consentant. Ça se fait encore très, très, très rarement. Et puis même, on a des grandes maisons de pornographiques qui ont aussi eu des affaires montrant qu'elles n'avaient pas respecté le consentement. Donc, il faut arrêter avec cette idée-là. On ne peut pas savoir. Et donc, dès lors qu'on regarde ces images, on est en quelque sorte aussi complice d'une industrie qui instrumentalise des corps de femmes et d'hommes pour faire du profit. Un enfant sur 3 a vu des images pornographiques avant l'âge de 12 ans, 2 sur 3 avant 15 ans. Un quart des adultes y vont au moins une fois par semaine. Ça touche les femmes et les hommes? Oui, les femmes et les hommes. Ça, c'est très important de le dire. C'est pas seulement un problème d'hommes. Et alors, ils vont pas toujours pour les mêmes raisons. Hein. Comment ça? Ça veut dire que souvent, les femmes, les jeunes filles, vont commencer à regarder ces images souvent pour savoir ce qui plaît aux garçons, ce qui pose encore plus problème, parce qu'elles vont croire qu'il faut se conformer à ce qu'elles voient pour pouvoir plaire aux hommes. Et après, il y a un phénomène d'addiction qui peut toucher autant les femmes que les hommes. C'est très important. Mais quand on dit un quart des Français consomment 1 à plusieurs fois par semaine, c'est pour expliquer à quel point c'est un problème de société. Et quand on sait voilà, ce qui est consommé, on a le droit de s'inquiéter. L'exécutif ne fait rien là-dessus. Non, et c'est un vrai problème. C'est très lent. On a beau alerter encore et encore, ils ne font rien. Les élèves n'arrêtent pas de me dire « Mais madame, on ne comprend pas. Vous nous dites que c'est mauvais pour notre santé mentale, notre santé sociale, notre santé sexuelle, mais pourquoi c'est si accessible ?» Là encore, il y a 2 jours, un petit garçon j'ai petit garçon parce que, excusez-moi, quand on a 14 ans, on est encore petit, même en taille, on est encore petit, qui me dit « Madame, c'est tellement facile, il faut juste cocher qu'on a plus de 18 ans. N'importe qui peut faire ça. » Donc, on ne protège pas nos enfants. Mais aussi, je tiens à le dire, c'est que les adultes sont très concernés par ce problème-là. Et après, il y a un passage à l'acte. Parce que si vous suivez le principe que le cerveau veut toujours sa dose de plaisir, dans la transgression, il y a un moment où l'image ne suffit plus. Donc, pour ressentir de l'excitation, on va aussi passer dans... oui, mais ça voudrait dire qu'il devrait y avoir 10 fois plus de viols qu'il n'y en avait il y a 30 ans. Est-ce que c'est le cas? Alors justement, ce qui est très compliqué par rapport à ce sujet-là, c'est de voir si...
de voir si il y a de plus en plus de viols, comme on n'a pas toujours comptabilisé. C'est qu'aujourd'hui, la nouveauté avec la vague MeToo, c'est que les femmes et les hommes s'expriment et peuvent dénoncer ces viols-là. On voit bien avec différentes affaires qui sortent actuellement, c'est que c'est nouveau, la parole qui se libère, donc c'est très difficile de comptabiliser et de faire ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, personnellement, je suis extrêmement inquiète pour les prochaines générations. Parce que dans tous les cas, on n'aide pas les nouvelles générations à se comporter avec respect vis-à-vis des uns des autres. Donc il y a une question d'éducation, ça c'est sûr, de régulation d'Internet, mais aussi, surtout aussi, je pense qu'il faut repenser notre façon de voir la sexualité. Est-ce que tous les fantasmes doivent être vécus? Non. Est-ce que le consentement suffit? Non plus. Dernière question, Thérèse Argot. Faut-il voir le viol de Mazan comme une manière de se venger des femmes dans une société qui s'est largement féminisée, où je veux exercer une forme de défouloir? Je pense que vous posez une très très bonne question et merci de la poser parce que en fait le fantasme en général c'est la réalisation, c'est de ce que je ne peux pas vivre dans la réalité. Donc dans une société où évidemment et heureusement il est absolument interdit de manquer de respect envers les femmes, on voit aussi des hommes qui se défoulent en regardant ce type d'image ou en ayant des pratiques sexuelles très violentes à l'encontre des femmes, comme si ils vivaient dans la sphère de la sexualité ce qu'ils ne peuvent pas vivre dans la sphère publique. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le vivre dans la sphère publique, ça veut dire que ça nous interroge quand même sur les rapports hommes-femmes. Et on ne peut quand même dire qu'en ce moment, les rapports sont extrêmement tendus. On peut parler de guerre des sexes, mais on sent bien qu'il y a une tension entre hommes et femmes et que l'univers sexuel est souvent un lieu où ça va sortir ces fantasmes-là. Donc il faut accompagner en tout cas ces problématiques parce qu'elles sont majeures. C'est pas un petit fait. En fait, c'est pour ça, c'est ça que je veux dire, c'est pas un petit fait divers. Ça dit énormément de notre société. Merci beaucoup Thérèse Argot, sexologue, et vous avez publié Tout le monde en regard ou presque, comment le porno a détruit l'amour. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur notre antenne. Merci à vous d'oser en pour parler. évoquer ces terribles viols de Mazan qui font la une de l'actualité.